De retour sur ce plateau, je l'ai annoncé depuis 7 heures, c'est notre invité principal de cette tranche matinale, Isaac Mukendi, qu'on ne présente plus. Il est bourgmestre adjoint de la commune de Lumete, mais bien plus, une figure importante dans la jeunesse en ce moment, étant d'ailleurs le plus jeune des bourgmestres sur toute l'étendue du territoire national, il ne me contredira pas, et il marque les esprits avec ses différentes opinions, analyses. On dit bonjour et bienvenue. Bonjour, bienvenue à vous aussi, en tant que journaliste ici dans votre pièce, parce que apparemment nous sommes arrivés au même moment. Arrivé? Oui. Non, moi je suis là depuis 7 heures. Par rapport... Oui, dans le plateau, par rapport... Au plateau ou bien... Nous sommes rentrés au même moment, non? Ici. J'ai pas le droit de vous dire bienvenue sur votre plateau. Ah ok, non, mais moi je suis là depuis 7 heures. Merci de m'avoir dit bienvenue alors. Ok, moi je suis là depuis 7 heures. Je remarque que nous avons la même couleur de cravate aujourd'hui. Ok. J'espère que nous aurons les opinions convergentes aussi. Et surtout pour le Congo. Vous savez que c'est pour Bien le sûr. Congo. Il me manque peut-être votre pins du Chesd. Ah oui, toujours au J'annonce que je serai là pour la prochaine session. Ah oui, très bien. Je serai là pour la prochaine session, donc 2025, peut-être vers la moitié là-bas, quand je vous recevrai encore, on sera tous de... Vous ne regretterez pas de votre passage au Chess. Sans doute, sans doute, sans doute. Merci beaucoup Isaac Mukendi. Je vous en prie. Comment va l'Umete? L'Umete se porte bien de manière générale. Nous sommes en train d'assumer la gestion des affaires courantes puisque il y avait les élections qui devaient se tenir, comme vous le savez. Il y avait eu des élections municipales et il devait s'en suivre les élections des bourgmestres. Mais faute malheureusement de moyens dispensés à la CENI par le gouvernement, ces élections n'ont pas encore eu lieu. Ça, on va en parler, mais vraiment en large, en long et en large. Mais j'aimerais avoir quand même les nouvelles de l'Umete, les nouvelles de ces affaires courantes là que vous expédiez. C'est quoi quand vous dites que vous expédiez les affaires courantes? C'est juste les mariages, donc vous faites plus les descentes comme avant, bien pour plus, la sécurité, salubrité et tout. Bien parce plus. qu'on ne voit plus. Bien plus. Si, nous sommes là. Récemment, j'étais d'ailleurs en descente de sensibilisation pour la procédure d'octroi des plaques d'immatriculation de parcelles, puisque, comme vous le savez bien, dans notre programme, tel qu'arrêté avec Madame la bourgmestre, il était question de mobiliser de manière accrue les recettes de la commune en activant les taxes déjà existantes, mais que nos prédécesseurs n'ont pas pu mettre en danse pour enfler les caisses de la commune. Et donc nous avons jugé bon de mettre en place les nouvelles plaques d'immatriculation numérisées parce que, contrairement aux autres plaques qui existaient avant, celles-ci sont implémentées d'un QR code, lesquels QR code, lorsque vous le scannez, ça vous renvoie directement sur le site internet de la commune qui est d'ailleurs d'existence. Ceux qui peuvent nous suivre peuvent taper commune-délimitée.cd, ils vont rentrer sur notre site internet pour avoir au quotidien les informations relatives à notre commune, tout ce que nous faisons comme activité. Mais à la longue aussi, nous voulons rendre les services de la commune, dans les services administratifs de la commune, plus accessibles à la population de manière virtuelle. C'est seulement pour l'Umete ou pour tout Bon, le je n'ai pas les informations pour d'autres communes, mais je parle de ma commune. Pour l'Umete voudrait des plaques d'immatriculation des parcelles numérisées. Ça coûte à peu près combien? Bon, un prix très accessible à notre population, parce qu'il faut prendre en compte le coût de production, mais aussi ce qui va revenir à la commune, parce que cet argent va nous servir à bien plus dans un avenir proche pour mettre l'éclairage public dans notre commune, et c'est seulement 10 $. 10 $ seulement. Mais pourquoi vous avez honte de dire? Faut dire c'est 10 $. Il fallait que j'explique d'abord, parce que je ne voulais pas dire 10 $, et après on va nous porter... Et vous allez éclairer quoi exactement? Le boulevard Lumumba ou bien vous entrerez... Non, les allées de la commune, les voies d'intérêt communal. Nous allons peut-être voir quels seront... les axes qui nous seront prioritaires. Résidentiels seulement ou vous irez jusqu'à Kinshasa? Non, bien plus, surtout dans des zones criminogènes, comme Mombele. Je pense que ce sera là. Parce qu'à côté du parti présidentiel, ça y est, c'est maintenant comme Gombe. C'est beau, c'est calme, vous pouvez tourner un clip là-bas. Mais de l'autre côté, on insiste toujours, ça va pas. C'est un travail de longue haleine. Je vous rappelle ici que nous n'avons pas fait 5 ans. Nous sommes à peine à 1 année et demie. Donc à 1 année et demie, déjà avec les innovations que nous essayons d'apporter, je pense qu'en plus des fleurs, nous méritons des vraies gerbes de fleurs pour le travail que nous faisons. Malgré les maigres moyens que nous avons, parce que nous fonctionnons à ce jour avec nos recettes propres. Et la sécurité? La sécurité, ça va. On a limité, on arrête aussi les jeunes qui ont beaucoup de cheveux. C'est une situation générale. Je veux vous rappeler ici que lors de la clôture de sa campagne électorale, le chef de l'État a été interpellé sur cette question
à la place Sainte-Thérèse, sur le terrain Sainte-Thérèse. Donc c'est une situation générale, pas seulement sur l'imité, mais nous nous attelons efficacement pour devoir faire cesser ces histoires. Moi déjà j'étais très récemment dans une séance de travail avec le chargé d'opération de l'unité spéciale de la police, le GMI Centre au niveau de l'échangeur. Ce sont ces unités-là, précisément, qui sont en train de s'aimer un peu la pagaille parmi nos populations, mais comme on le sait c'est tous... des unités de la police qui sèment la pagaille dans Oui, ce sont des arrestations arbitraires dont se plaignent nos populations. Et comme vous le savez, dans notre police, il ne manque pas des brebis galeuses. Les unités de commande, les personnels de commandement, les commandants n'ont pas de problème, mais ce sont les agents d'exécution, les policiers pour la plupart qui sont non matriculés, qui s'en servent pour rançonner la population. Et nous sommes contre ce genre de choses et nous nous attelons efficacement pour que la paix et la stabilité règnent, que la confiance règne entre la population et notre police. Et ça va, ça marche bien? Plutôt là, bien. On est dans quel quartier? Parce que c'est pas tout limité, hein? Comme j'ai dit tout à l'heure. Principalement Mombélé. Mombélé. Oui. Kingaba, ça va maintenant? Moyennement bien. Moyennement bien. Ouais. Ça va? Mombélé, Limité, ou encore? Je sais que vous vous préoccupez beaucoup plus pour Kingaba puisque vos grands-parents sont là-bas. Effectivement. Effectivement, prioritaire moi-même. Ouais. C'est Coco Moulumba, on le sent de moins en moins, peut-être actif. Si vous avez battu campagne, peut-être qu'il est déçu. À ce jour, il est sénateur. Oui, je parle de comment il était vraiment actif au moment de vice-gouverneur ou au moment des députés simples, les actions qu'il faisait pour Limité, pour Kingaba. On sent ça de moins en moins, c'est de ça que je parle. Il est déçu parce qu'il n'est pas passé gouverneur. Non, il était dans l'exécutif provincial. Là, il est dans les... non, j'ai dit même quand il était simple député, on le sentait vraiment. Mais c'est à peine que la législature vient de commencer. Il a encore 5 ans. Attention avec ces à peine là. Ça fait non, déjà... je ne suis pas... il a été élu depuis décembre. Je connais peut-être pas sa feuille de route pour ce quinquennat, mais les connaissant en tout cas, je suis sûr que dans les tout prochains jours, peut-être qu'il pourra s'activer, comme vous avez toujours voulu bien le voir. D'accord. Donc, monsieur le bourgmestre, on parlait de la commune de Limité, avec ce qui s'est passé, notamment ce que vous avez eu à faire comme travail, et là vous êtes à l'étape d'évacuer des affaires courantes. Dites-nous aussi, est-ce que vous étiez à la marche qu'on a vue jeudi? La marche de conseil communal. Je n'étais pas là. Vous n'avez pas pris part à cela? J'ai pas pris part. Pourquoi? Vous n'êtes pas d'accord avec leurs revendications? Je suis bourgmestre adjoint, vous l'avez dit. C'est vrai que j'ai été élu conseiller municipal, mais à ce jour, je ne sais pas siéger au sein de l'Assemblée, puisqu'étant donc en train d'assumer la gestion des affaires courantes. Donc, pour éviter le cumul des fonctions, vous savez, je suis toujours légaliste. Donc, j'ai opté pour l'exécutif, en attendant, bien sûr, qu'il y ait organisation des élections, si effectivement ces élections-là, il y en aura. Mais la démarche... Vous avez des doutes? Je n'ai pas de doute. Vous avez suivi la CENI? Vous pensez que c'est... Non, je n'ai pas de doute. J'ai lu le communiqué de la CENI. Ils ont accusé un déficit de moyens. Nous espérons que le gouvernement actuel pourra pourvoir aux moyens pour que nous ayons enfin des institutions légitimes. Ne pensez pas que puisque nous sommes là et que la situation nous conforte, non. C'est vrai que nous devons assumer la gestion des affaires courantes puisque l'État doit continuer. Mais moi, personnellement, je suis aussi pour la légitimité des institutions. Et ça rentre dans la volonté même parfaite du chef de l'État de voir toutes les institutions à tous les niveaux être légitimes. Et c'est qu'ont été les revendications hier des conseillers municipaux, j'en suis un, sont tout aussi fondées, sauf que je décris un peu la manière dont ils ont été traités, parce que ce sont quand même des élus du peuple. Ils ont été élus le même jour que le chef de l'État, le même jour que les députés nationaux, provinciaux, et donc ils ne méritaient pas le traitement qui leur avait été infligé hier, comme vous l'avez vu. Et nous espérons que les revendications dont ils ont fait montre hier seront peut-être prises en compte, notamment leur situation socio-professionnelle, puisqu'à ce jour, ils ne sont pas payés. Je ne suis pas payé, moi aussi, puisque je suis un des leurs. Voyez-vous, donc c'est un peu ça. Vous, au moins, ça va, vous êtes encore dedans dans l'exécutif. Oui, oui. Là, c'est encore une mer à boire. J'espère qu'on aura l'occasion de nous exprimer largement là-dessus, mais en tout cas, au niveau des ETD, de manière générale, il faut qu'on puisse pourvoir de moyens, parce que ça ne va pas. On a comme l'impression de ne pas accorder assez d'intérêt pour le fonctionnement des entités territoriales décentralisées. D'accord. Comme je le disais tout à l'heure, on va faire une toute petite pause, parce qu'il y a une communication urgente de la part de notre directeur général, Jean-Marie Kassamba. J'espère que maintenant, cette fois, c'est bon. Jocelyn est de retour, ok. Donc on va d'abord prendre cette communication urgente avant de poursuivre notre entrevue.
Jour pour jour, Télé 50 totalise 14 ans et poursuit avec la révolution médiatique en République démocratique du Congo. 14 ans au centre de l'actualité millimétrée du pays et d'ailleurs. 14 ans au centre des débats politiques de hauteur. 14 ans de la promotion culturelle de toutes les couleurs. 14 ans est un événement grandeur nature. Révolution médiatique continue. Simplement congolais. Télé 50, simplement congolais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons une communication, un message de notre directeur général, président des journalistes de l'UNPC Kinshasa, que vous aimez bien, Jean-Marie Kassamba, juste en face de moi pour annoncer une émission spéciale que nous aurons sur nos antennes d'ici quelques heures. Jean-Marie Kassamba, bonjour et bienvenue. Bonjour. Je suis en train de voir sous mes yeux ici, je ne sais pas si il faudrait rire de cela ou pas, le nombre des demandeurs de protection internationale en République démocratique du Congo. Il s'agit d'un contenu, d'un point de presse du directeur général des offices des étrangers, Monsieur Freddy Rosemont, et ce sera un des sujets du plateau spécial que vous allez avoir tout à l'heure. Oui, c'est-à-dire qu'il est déjà dans nos locaux, le directeur général de l'office belge des étrangers. Il est venu spécialement à Kinshasa pour expliquer les conditions d'asile, notamment en Belgique, parce que depuis quelque temps, il s'observe depuis mi-2022 qu'il y a une croissance, un accroissement des demandes d'asile en Belgique, mais il se manifeste que dans ces demandes, il y a beaucoup des demandeurs qui ne le sont pas en réalité, qui sont plutôt des demandeurs économiques, ceux qui abusent du droit d'asile, etc. Dans un titre de séjour, juste. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, à partir de Kinshasa, qui disent nous allons pour le tourisme, nous allons pour visiter la famille, et une fois qu'ils arrivent sur place, eh bien, ils changent de motif. Ça, on appelle dans notre langage Ngulu. Voilà. Kingunda. Ben, Kingulu, voilà, justement, Kingulu a tendance à prendre l'ascenseur, mais on ne parlait pas seulement de cela, on parlera aussi de la coopération entre cet office et la DGM, parce que il y a une coopération, ils aident notre direction générale des migrations à construire parfois des bâtiments à l'intérieur du pays, une coopération pour échanger des informations sur la sécurité, etc., etc. Donc nous avons l'opportunité d'avoir le directeur général de cet office belge des étrangers. Vous savez que c'est la Belgique qui centralise les traitements des visas pour l'espace Schengen. Voilà. Le centre européen des visas. Oui, oui, ici à Kinshasa. Donc, juste après la matinale, il sera notre invité tout à l'heure. Il est seul, Monsieur Freddy Rosemont? Mais c'est le directeur général, s'il vous plaît. Et donc, il est accompagné de ses collaboratrices, celle qui vient de Bruxelles et celle qui est à Kinshasa, Katrina, que tout le monde connaît ici. Donc, que tout le monde prenne rendez-vous, s'installe. Juste après votre brillante matinée, la matinale que tout le monde apprécie, nous allons revenir sur ces sujets assez importants parce que depuis quelques temps, Makamobangulu et Zomata. On parle en chiffres. J'ai lu cet extrait de point de presse. Nous avons enregistré l'année passée, c'est-à-dire en 2023, 1238 nouvelles demandes de protection. La plupart de ces demandes sont constituées de fausses déclarations et faux documents et servent uniquement à obtenir un titre de séjour. Vous comprenez un peu l'urgence de la situation. Voilà. La réputation du pays quand même. Réputation du pays. Hein? Est-ce que Fatou Beto a commis dictateur pour vraiment? Bon, écoutez, nous allons en parler tout de suite là, juste après, avec le directeur général qui est à Kinshasa, qui donnera une conférence de presse demain. Et à la TNC, il sera reçu notamment par toutes les autorités ici, et il va vous expliquer comment, quand vous arrivez en Belgique, pour les soins, arrivez pour les soins. Kingulu. Allez, à tout de suite. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba. Donc prenez rendez-vous dans quelques petites minutes, une vingtaine exactement. Nous allons avoir ce plateau spécial avec le directeur général de l'Office des étrangers, Monsieur Freddy Rosemont. JMK, le journaliste interplanétaire. L'un des meilleurs journalistes de l'Afrique et du monde entier.
Jean-Marie Kassamba. Ici, on décrypte avec ou sans vous. JMK. Jean-Marie Kassamba, c'est toute la différence. Donc nous sommes toujours en direct, je disais, après cette brève interruption pour annoncer cette émission qui va avoir lieu juste après notre tranche matinale avec Jean-Marie Kassamba. Isaac Mukendi, le bourgmestre adjoint de la commune de Limete, est revenu sur son fauteuil rouge pour parler de cette situation telle que vous le lisez sur la thématique. Est-ce que les conseillers communaux sont sacrifiés? Déjà, cette question, quand on vous pose cette question, là tout de suite, vous répondez positivement ou négativement? Est-ce que les conseillers communaux sont sacrifiés? Sans rentrer dans la volonté parfaite du chef de l'État, parler de sacrifice, non. Puisque, comme vous le savez, les élections coûtent. Manifester déjà cette volonté politique à organiser ces élections, c'est une première depuis l'adoption de l'actuelle constitution que nous avons. Tout à fait. Et, donc, et on avait très applaudi ça. Voilà, c'est une des particularités très applaudies, comme vous avez dit, voilà. du processus de Félix Tshisekedi, président de la République, a voulu innover, laisser son empreinte pour que les organes de base puissent avoir ces institutions légitimes. Autrefois, les bourgmestres étaient nommés, sa volonté parfaite, dans sa volonté parfaite politique aujourd'hui, il veut à ce que les bourgmestres soient élus. Pas seulement les bourgmestres, les maires des villes également, qui seront élus par les conseillers urbains qui, à leur tour, seront élus par les conseillers municipaux. Donc parler de sacrifice, c'est une thèse déjà à bannir. Il est question de moyens. Aujourd'hui, la situation sécuritaire à l'est du pays, comme vous le savez si bien, nous bouffe énormément de ressources. Peut-être la plus grande partie de nos revenus ou de ressources que nous renflons dans nos caisses. Et donc, c'est la priorité des priorités en ce moment. Et j'essaie donc de comprendre pourquoi le gouvernement éprouve peut-être des difficultés à pouvoir financer la CENI, puisque quand on vote le budget, c'est pas de l'argent qui est là, non. C'est de l'argent qu'on prévoit pour mobiliser. Et donc, dans les mobilisations faites, on alloue beaucoup plus les fonds pour la situation sécuritaire à l'est du pays. Et sans compter toutes les autres priorités qui sont à gauche et à droite. Ces élections, j'aimerais bien qu'elles se tiennent. Elles se tiendront certainement, puisque je suis sûr que dans la volonté parfaite du chef de l'État, il faudrait que nous puissions avoir ces organes de manière fonctionnelle, permanente, afin que nous puissions réaliser ces développements à partir de la base vers le sommet. Mais j'ai l'impression que vous êtes un peu clément, on va dire un peu doux avec le système, avec le gouvernement en place, parce que peut-être vous assumez encore les affaires courantes. Moi, j'ai rencontré des élus communaux qui sont en larmes. Il y en a, on m'a dit, il est en détention en ce moment. Je sais pas, celui de Selemba ou. Oui, j'ai appris que quelques-uns. Oui. C'est pourquoi j'ai commencé par Il y en a même qui sont morts. Non, pas mort. Pas mort? Non, ok. non. Là, ça doit être d'ailleurs le Surtout cas pas la mort, des magistrats. Il y a tellement beaucoup de situations sociales que parfois il y a de la confusion dans la tête. Il y a des magistrats qui ont réussi au test, qui sont venus à Kinshasa, qui n'ont pas eu d'affectation, et il y en a même qui sont déjà morts. Ça, c'est bon, un autre cas, on en parlera peut-être. Chose que je pourrais peut-être préciser, peut-être pour mieux orienter la démarche de mes collègues qui ont été voilà, brutalisés. Ils sont allés se plaindre devant les sièges de celui qui s'est plaint aussi de n'avoir pas de moyens. Moi, je pense que si revendication il y a à faire, c'est peut-être à faire à la primature. Parce que c'est le gouvernement qui doit financer la CENI afin que la CENI puisse organiser ces élections. Vous n'êtes pas associé à cette démarche-là? Il y a un président de collectif, du collectif même. Il y a un collectif de tous les conseillers communaux de Kinshasa qui, à ce jour, n'est pas encore très bien organisé de manière structurelle, mais il existe déjà. Et c'est peut-être pas tous les conseillers qui étaient là, mais la grande partie était là. Et les revendications doivent être mieux dirigées pour que le résultat soit plus prompt et plus assuré. Oui. Parce que quand vous allez vous plaindre chez la CENI, qui elle aussi s'est plainte de ne pas avoir de moyens, je pense que l'action est mal orientée. Alors je vais vous souffler aussi quelque chose que j'ai entendu hier. C'était avant-hier ou hier, la manifestation? Laquelle? À la CENI. C'était hier. C'était hier. Oui. Alors j'ai entendu quelque chose, je vais vous souffler. Il y a un monsieur qui dit, bon voilà, ils sont en train de revendiquer pour qu'il y ait élection. Comme ça, ils seront corrompus par ceux qui veulent devenir bourgmestres. Donc, on n'a même pas besoin d'avoir pitié d'eux. Ils vont se comporter comme les députés provinciaux. Ah, bon, ça c'est ce que vous avez entendu. Moi, plutôt, j'ai entendu, on ne voudrait pas des bourgmestres nommés.
C'est ce que moi j'ai entendu. C'était le chant qui était là. On veut pas. Alors que le bourgmestre nommé, c'est pas une violation de la loi. C'est une des brèches de la loi sur les ETD. C'est qu'à défaut de l'organisation des élections, les autorités de ces entités-là sont gérées conformément au décret-loi du 10 juillet 1998. Et ces décrets-loi donnent la compétence au chef de l'État de nommer le bourgmestre. C'est pas une violation de la loi. Mais en tant que candidat, oui. Vous êtes déjà candidat déclaré. Oui, la CENI a affiché. Candidat déclaré pour la commune de Limete. Oui, oui. Vous n'avez pas eu vent des tentatives de corruption, comme c'est le cas pour les élections des sénateurs et des gouverneurs? Bon, de manière distante, oui. Certains candidats approchent les conseillers municipaux qui nous rapportent aussi des informations. Voilà, il y a tel qui propose telle ou telle autre chose. Nous ne proposons que les idées. Moi, je suis un parfait adepte des idées. J'ai une vision très rationnelle de l'État. Donc, celui qui rejoint mon idée à moi, mon programme, c'est celui avec lequel nous avons marché. Et celui qui veut les billets, il pourra les avoir chez qui il veut. Mais seulement, si nous tombons sur des faits comme cela, ça peut amener à des Vous n'avez pas caché des jeeps quelque part en dessous d'un immeuble que l'ANR risque de saisir à un moment, non? Non. Ça, c'est pas notre habitude. En parlant de ça, justement, on va parler de Kinshasa, parce qu'on va parler des élections des gouverneurs et des sénateurs. Kinshasa, vous vous retrouvez dans la juridiction, on va dire Kinshasa, oui. En tant que bourgmestre adjoint de Limete, a un nouveau gouverneur installé, investi par ordonnance présidentielle, Daniel Bumba. On n'a pas encore parlé de ce profil avec vous, j'ai l'impression. Quelles sont vos appréhensions par rapport à Daniel Bumba? Vous pensez qu'il est l'homme de la situation aujourd'hui? Je pense qu'il est l'homme de la situation. Pas seulement parce qu'il est de votre famille politique. Non, hein. Je vous connais très... sans rancune, sans fanatisme aucun. Donc, moi, je ne suis pas de cette classe-là. Je pense qu'il est l'homme de la situation au vu déjà de son programme. J'ai eu à voir de manière très stricte et très minutieuse les différents programmes des différents candidats. Les programmes présentés. Je ne parle pas des candidats qui voudraient se présenter et qui n'ont pas eu l'occasion de présenter de leur programme. Mais les différents programmes que j'ai eu à défiler sous mes yeux, j'ai trouvé que celui de Daniel Bumba a été beaucoup plus alléchant, surtout qu'il accorde de la place de choix à la décentralisation. C'est ce que j'ai beaucoup plus apprécié. C'est-à-dire, expliquer en des termes simples pour ceux qui... En des termes simples, pour qu'un gouverneur de la trempe de Kinshasa puisse réussir, il ne peut pas réussir sans le bourgmestre. Donc, sans la décentralisation, ce serait difficile. Déjà, Kinshasa est tellement vaste, tellement grand, avec une démographie plus que croissante. Donc, diriger Kinshasa seul, ce serait difficile. Et donc, ce que j'ai trouvé de plus alléchant dans son programme, c'est la place de choix qu'il accorde à la décentralisation. Nous attendons peut-être, après l'investiture de son gouvernement provincial, nous irons le voir, nous, le collectif de bourgmestres, pour lui présenter notre feuille de route et apporter aussi de nos idées que nous pensons être utiles pour la gestion efficiente de nos communes, pour qu'ensemble nous puissions travailler. Il faudra qu'il fasse des bourgmestres ses plus proches collaborateurs. Il faudra que nous ayons des réunions hebdomadaires, si pas quotidiennes, une sorte avec de conseil lui. des ministres. Voilà, je ne sais pas s'il faut appeler ça conseil urbain ou il faudra trouver une dénomination, mais il faudra que nous ayons pour lui tenir au courant de ce qui se passe à tout moment. Oui, parce que sous l'égide de l'actuel gouverneur, je vais vous choquer, nous ne l'avons vu que 4 fois. 4 fois. Est-ce que comme il est déjà parti et qu'il ne va rien vous faire? Non, ce n'est pas parce que raconter un peu les coulisses. Ça fait partie de l'histoire de la gestion de la vie de Kinshasa. Il faille qu'on en parle. Les 4 fois, c'était pour parler de La première fois, c'était lorsqu'il fallait nous mettre en service, lorsque nous avons été nommés, notifiés par le ministère de l'Intérieur. La seconde fois, c'est à la suite de l'audience que nous avait accordé le chef de l'État et qu'il fallait maintenant nous donner des instructions par rapport aux axes prioritaires définis par le chef, notamment sur la question de la salubrité et celle de l'insécurité. La troisième fois, c'était, je me rappelle, pour le lancement de la campagne du chef de l'État. La troisième fois, c'était lorsqu'il fallait nous donner les fonds qu'ils avaient appelés, entre guillemets, rétrocession. Et la quatrième fois, c'était pour le lancement de la campagne du chef de l'État. Non, parce que ce qui est alloué dans l'enveloppe de la province pour la rétrocession, c'est pas ce qu'on nous a remis. On nous a remis que 2 fois 10 000 $. Alors imaginez une commune comme Limete, vous allez l'assainir, la gérer avec 10 000 $. Donc c'est pourquoi je suis en train d'affirmer ici que si l'excellence Daniel Bumba accordait, comme il est défini dans son programme, une place de choix pour la décentralisation, il sera peut-être l'un des meilleurs gouverneurs que notre province aura connu. Vous dites, vous avez parlé de décentralisation, mais vous avez lu son programme aussi. À votre avis, Kinois,
aussi. Oui. Vous n'êtes pas que des limités, vous êtes quinois. Qu'est-ce qu'il devrait attaquer en premier? Est-ce qu'il doit faire comme les autres? Parce que là, je l'ai entendu déjà, les premières interventions sorties médiatiques par l'opération coup de poing, ceci, cela. Mais vous dites non. Est-ce qu'il n'y a pas un autre secteur, un autre point qu'il faut toucher qui va impacter la vie des Congolais au point que même le problème des saletés et tout ça soit réglé? Sans qu'on y fasse une spécialité, Il faudra, et puis qu'on a pour qu'il réussisse, on va dire faudra Kinbopeto, vraiment- hein, programme phare de Gentile Goblet. Kinbopeto, c'était tout le temps, Kinbopeto. Dans les chansons, dans les rues, partout, Oui. il a fini et il a laissé Kinshasa, on ne doit pas se cacher, plus sale d'ailleurs qu'il ne l'a trouvé. Le gouverneur l'a dit, je me rappelle, l'actuel gouverneur, lorsqu'il est allé voir la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, j'ai beaucoup aimé la démarche pour aller solliciter les terres afin de faire des décharges publiques. Donc dans sa visée, je comprends donc que pour lui, la priorité des priorités, c'est l'assainissement de la ville de Kinshasa. Il vous souviendra que même le chef de l'État l'a dit lors de sa campagne électorale qu'il a dû débourser de sa poche pour la question de l'assainissement de la ville de Kinshasa. Et donc la priorité des priorités, c'est l'assainissement. Mais pour qu'il réussisse de manière efficace, et ça je pense que dès que j'aurai peut-être l'occasion de le rencontrer en tant que mon autorité de tutelle, c'est qu'il faudrait que l'on puisse revoir les textes qui disposent sur la question de l'assainissement de manière générale. Puisque la taxe sur l'assainissement, elle est dévolue à la ville. Mais la ville ne sait pas la mobiliser dans les ménages. Comment voulez-vous que les ménages qui sont dans les communes, dans nos communes, puissent avoir comme taxe une taxe qui est de l'apanage de la ville? Alors imaginez la ville avec toute la panoplie de problèmes qu'elle rencontre, elle a peut-être pas toutes les ressources humaines nécessaires pour aller mobiliser ces taxes jusque dans nos communes. Et donc moi je pense qu'à défaut, pour l'ordonnance loi qui fixe cette taxe de l'apanage de la ville, à défaut pour les chefs de l'État de prendre une nouvelle ordonnance, à tous les moins autoriser les bourgmestres à mobiliser cette taxe dans les communes à partir des ménages pour que nous puissions piquer les déchets dans les ménages afin que Kinshasa puisse être propre. Parce que Kinshasa devient de plus en plus sale puisque nous-mêmes, nous ne savons pas comment gérer nos déchets. Et même si nous les gérons, nous allons les jeter où? Il n'y a pas de décharge publique. Il n'y a pas de politique locale pour l'assainissement. Et même s'il faut que les communes assainissent, il faudra qu'on fasse payer la taxe. Mais cette taxe-là ne nous revient pas. C'est là où nous sommes bloqués. Et on accuse tous les jours, le matin au soir, les bourgmestres pour dire que les communes sont sales, alors que pour que nous puissions assainir les communes, nous devons mobiliser les fonds. Mais ces fonds-là, nous ne sommes pas à même de les mobiliser parce que cette taxe ne nous revient pas. Donc moi, je pourrais peut-être demander au gouverneur s'il pourrait très spécifiquement autoriser le bourgmestre à mobiliser ces taxes afin que nous puissions assainir au niveau local nos communes. Et si au niveau local, nos communes sont assainies, c'est toute la ville de Kinshasa qui sera assainie. Mais j'ai l'impression qu'on parle que d'assainissement, mais sachez qu'à Kinshasa, il y a aussi le problème de sécurité. Je ne sais pas s'il faut renvoyer ça au niveau national, mais est-ce qu'en interne, on ne peut pas aussi s'organiser pour les changements des mentalités des Quinois et ce problème de sécurité? Je vais vous faire Pour la rire un tout sécurité, petit peu. Hein. J'étais oui. avec un aîné qui dit qu'on dit esprit quinois. Ça veut dire que, hein, quand on dit esprit quinois, ça veut dire un Mutomoro, on va dire délinquant, on va dire qui va dans les mauvaises pratiques, Yankee, ceci, cela. Est-ce qu'on ne peut pas changer cette image-là, que quand on va dire esprit quinois, que ce soit à la limite un courageux, que ce soit quelqu'un de cultivé, quelqu'un de ouvert, quelqu'un de tolérant, est-ce qu'il y a moyen de changer les choses dans ce domaine-là aussi? Parce que c'est vrai, on vit dans la saleté, mais on risque d'assainir, on assainit, et on donne un milieu assaini à des malades mentaux. Moi, je pense que le travail devait être fait à tout le niveau que ce soit. Et je vous informe d'ailleurs que j'ai été surpris à mon bureau. J'ai reçu une correspondance de la cellule de changement de mentalité qui dépend de la existe présidence de la toujours? République, oui. Ah bon? Où À un j'ai moment, été- il y avait des campagnes et tout J'ai ça. été désigné comme ambassadeur bénévole pour le changement des mentalités et j'espère que cette démarche pourra être salutaire pour que les acteurs à tous les niveaux puissent prêcher les changements des mentalités. Ce n'est pas une question qui concerne seulement la ville, mais ce sont les acteurs à tous les niveaux. Nous, en tant qu'acteurs étatiques, nous devons prêcher par l'exemple, les acteurs sociaux également, de la société civile, donc les travaux doivent être faits à tous les niveaux. Et pour parler de la question liée à la sécurité de la ville, j'ai remarqué très récemment qu'au niveau du commissariat provincial de la ville de Kinshasa, il s'est fait maintenant des réunions mixtes entre la police et l'armée. Et il y a des patrouilles mixtes en ce moment-ci pour essayer de diminuer la sécurité à travers la ville province de Kinshasa. Rajouter bien sûr à l'opération Panthère Noire qui avait été lancée
et qui, semble-t-il, est en train de se poursuivre. Nous espérons qu'avec la venue de l'actuel ministre de l'Intérieur, d'autres mesures pourront être prises pour que la situation sécuritaire dans la ville-province de Kinshasa et partout même ailleurs à travers la République soit gérée de manière plus efficiente. En parlant de partout à travers la République, j'entends notamment les premiers pas du gouvernement souminois. On est au premier mois, Oui. on n'a pas encore atteint les 100 jours, pour dire 100 jours. Votre appréhension aussi à ce sujet. Que pensez-vous des premières actions, des premiers actes posés? Est-ce qu'on a touché là où il faut ou ça se tâtonne un peu? En général, hein, pas seulement la première ministre ou pas seulement un ministère précis, en général, pour la vie des Congolais, est-ce qu'on sent déjà un changement? Parce qu'on l'a attendu quand même 6 longs mois, ce gouvernement. Oui, déjà j'en profite pour saluer la pertinence dans le choix opéré par le chef de l'État sur la qualité des ministres. Il me souviendra que ici même sur votre plateau, nous avons plaidé ensemble pour la mise en place des technocrates, des personnes qui connaissent la matière dans les différents portefeuilles ministériels. Et au-delà de cela, il y a aussi la revue en os de la représentativité féminine et même juvénile. On compte maintenant un taux élevé à 29% des femmes dans ce gouvernement. Et même, il y a aussi beaucoup de jeunes. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, le ministre de la Justice, il est jeune. La ministre de la Jeunesse, c'est d'ailleurs la plus jeune du gouvernement. Il y a notamment le ministre des Finances, le ministre des Ressources hydrauliques, tous jeunes. Et donc, sur ce côté-là, il n'y a rien à reprocher. Maintenant, par rapport aux priorités telles que vous l'avez dit, des Quinois et des Quinoises, et même sur l'ensemble de la République, des Congolais en général, je pense que l'élan est déjà bon. L'élan est déjà bon. Je ne vais pas m'éparpiller dans tous les portefeuilles. On va prendre seulement le ministère de la Justice, par exemple, où nous voyons le ministre de la Justice, d'abord convoquer tous les corps du secteur judiciaire pour discuter. Cette approche de proximité est très importante. C'est vrai que les textes sont là. Nous devons militer pour l'applicabilité des textes. Mais il faut une approche de proximité entre les décideurs au niveau de l'exécutif et même d'autres pouvoirs pour qu'ensemble, nous puissions converger les actions. Lesquelles actions vont permettre les centres pénitentiaires pour vivre qui sont en prison, comment est-ce qu'ils vivent, je l'ai vu dans les cachots, donc l'élan est déjà bon. Donc il faudra que nos ministres quittent un peu dans cette peau-là de bureaucrates, il faut toujours être au bureau, bien cravaté, bien parfumé, non, il faut descendre pour vivre la réalité sur terrain de la population. Et déjà, l'élan est déjà bon. Je vais prendre aussi le ministère des Finances, qui actuellement est géré par l'excellence Doudou Fwamba Likunde, Libotaï, qui déjà, pour cette première fois, les fonctionnaires ont pu voir qu'avant la date du 30, leurs téléphones ont vibré. Autrefois, on parlait du phénomène 45 jours. C'est-à-dire, au-delà d'un mois, il y avait 15 jours de plus pour que les fonctionnaires puissent être payés. Donc, voilà, aujourd'hui, les fonctionnaires de l'État sont payés avant les 28. Et donc, comme vous le savez, le salaire a un caractère alimentaire. Donc, si déjà chaque Congolais fonctionnaire sait être payé avant la date du 28, ce sont déjà des actions phares. Je ne parlerai pas ici de la 6e revue du Fonds monétaire que nous avons déposée au niveau du Fonds monétaire international, où la République démocratique du Congo, depuis son adhésion en 1963, est arrivée à apporter plus de réformes et cette revue a été validée. C'est-à-dire que dans les secteurs financiers, il y a des efforts qui sont en train d'être fournis. Et même j'ai vu aussi, alors que j'étais en circuit de suivi de la paye, descendre à la banque, dans les différentes banques commerciales, pour voir comment est-ce que les fonctionnaires étaient payés, comment évolue la situation de la paye des fonctionnaires. Et donc vous voyez donc qu'il y a cet élan, un très bon élan qui est déjà pris. C'est bien dans ces deux ministères que j'ai cités. Dans l'introduction de notre émission, on a parlé de la situation sécuritaire de notre pays. Moi, j'aurais aimé que quand vous parlierez de gouvernement, que vous puissiez aussi évoquer cette situation-là quand même. On a suivi, bon, pour pas prendre son exemple, Kofi Olomide s'interroger sur le fait qu'on puisse changer de ministre de Défense alors qu'on est en pleine guerre, sans que cela ne puisse interpeller les gens. On a suivi aussi Francine Mouyumba sur Top Congo FM, autrefois ambassadrice de la jeunesse, s'interroger sur notre manière commune d'aborder cette question de guerre. Il y a les gens qui meurent au quotidien, mais on a l'impression que c'est un tout petit peu relégué au second plan. Le président avait promis de faire la guerre. Une fois réélu, les chambres du Parlement sont là, bien que les Sénats provisoires, mais déjà on pense que c'est suffisant pour ne plus laisser les Congolais mourir, qu'on puisse réagir. Mais qu'est-ce qui se passe exactement?
Les efforts sont en train d'être fournis sur le côté sécuritaire, jumelés au côté diplomatique aussi. Vous savez bien que c'est une guerre imposée, telle que nous vivons. Ça n'a rien à voir avec la personne du ministre des Défenses qu'il faut mettre ou pas. La guerre n'est pas à gagner du côté de la personne du ministre de la Défense. Non, non. Quoi que sera ou qui que sera le ministre de la Défense, la politique des défenses doit rester la même. Notre politique de défense, c'est que notre armée, aujourd'hui, est en train d'être reformée. Les moyens sont en train d'être alloués pour nous approvisionner. Quoique, au niveau international, il y a cette histoire d'embargo. J'ai même aimé l'éclaircissement qui avait été formulé par le ministère de la Communication, le ministre de la Communication. Vous voyez que cette guerre quitte même le niveau national. C'est une guerre qui nous est imposée au niveau international. Et donc, s'il faudrait seulement singulariser pour dire que non, voilà, il fallait pas changer de ministre de la Défense parce que nous sommes en temps de guerre, il fallait laisser celui-là parce qu'il... Non, non. Le problème, c'est pas la personne du ministre de la Défense. Le problème, c'est la politique de la défense que nous sommes en train de poursuivre face à cet agresseur, le Rwanda, qui est donc bien connu. Et les efforts sont fournis aussi au niveau diplomatique. Vous l'avez vu récemment, la ministre des Affaires étrangères, dans le compte rendu, non pas le compte rendu, le briefing presse fait avec le ministre de la Communication, a été clair sur cette question. La République démocratique du Congo reste fidèle au processus tel que établi pour les concertations avec notamment ces pays agresseurs, puisque nous n'allons pas négocier avec les M23. Les M23 agissent sous couvert du Rwanda. Il faudra que le Rwanda vienne pour que nous négocions. Toute autre voie n'est pas permise. Il y a eu notamment cette histoire de trêve que vous avez aussi vu. Trêve humanitaire déclarée par les États-Unis, mais le Rwanda a continué quand même à agresser notre pays. Ils ont bombardé nos positions des FARDC malgré cette trêve. Donc vous voyez que la République démocratique du Congo, quoi qu'ayant cette bonne volonté de rester fidèle à ses principes de souveraineté, à l'intégrité de son territoire, au respect même des règles internationales, vous allez voir que le Rwanda continue à pousser. Et donc, nous devons tirer toutes les conséquences, telles que je l'ai vu dans le communiqué du ministre de la Communication, pour que des mesures plus drastiques soient adoptées. Vous avez parlé ici de cette parole donnée par le chef de l'État pour déclarer la guerre. Pour déclarer la guerre, il faudra réunir les deux chambres du Parlement. Nous avons le Sénat, l'Assemblée nationale qui est réunie, le Sénat ne l'est pas encore. Voyons voir la suite des événements. S'il faut qu'on fasse la guerre, alors nous allons le faire, mais dans les règles telles que voulues par notre Constitution. Mais vous n'écoutez pas les conseils, par exemple, Francine Muyumba, ce qu'elle a dit là, ça a été applaudi par plusieurs personnes. Est-ce que vous pouvez pas vous inspirer? Peut-être c'est vous qui avez applaudi, moi j'ai décrié. Et qu'est-ce que vous décriez dans sa démarche? Vous savez, monsieur Christopher Ochokoum, nous avons été dans l'opposition pendant 37 ans. Nous avons connu tour à tour les différents régimes qui sont passés. Même le régime Kabila auquel appartenait Madame Muyumba. Et cette sortie médiatique que moi je qualifie de très hasardeuse me paraissait comme une insulte. C'est vrai, elle a parlé de plusieurs axes, mais moi je vais prendre beaucoup plus le côté où elle a dit que l'UDPS, parce qu'elle a indexé l'UDPS, disons que l'UDPS n'arrive pas à faire ce qu'eux ont fait. Mais moi je me pose la question, qu'est-ce qu'eux ont fait que l'UDPS n'arrive pas à faire? Et je pense qu'elle a peut-être raison. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Et ils ont fini la guerre en 2012. La guerre. C'est 2012, hein? La guerre. Le cessez-le-feu, l'appel de Barack Obama. Non. Ils ont signé les accords avec la M23. Oui. J'ai l'accord avec moi, si vous voulez, je vais vous le montrer. Nous n'avons pas signé des accords. Et je vais vous dire ce qu'ils ont fait, parce qu'elle a raison. C'est que eux ont fait, nous ne l'avons pas fait. D'abord, ils ont signé les accords avec la M23, nous ne l'avons pas fait et nous ne le ferons jamais. Ils ont, sur le plan diplomatique, la République démocratique du Congo était, on va dire, exclus. Ils ont, pendant leur temps, les relations diplomatiques avec d'autres États et même dans d'autres organisations internationales où nous pouvions même porter la voix pour décrier cette situation que nous vivons, notamment à l'est du pays, et ne l'ont pas fait. Les différentes organisations internationales, la RDC n'était presque pas là. Ils ont brillé par leur absence. Autre chose, sur le plan sécuritaire de la ville-province de Kinshasa, notamment, il y avait à cette époque, on appelait l'opération Likofi. Ils ont fait ça, où les jeunes gens, en lieu et place d'être réinsérés socialement, comme nous le voyons aujourd'hui avec le programme du service national, eux par contre ont tué. Sur le plan même des revendications citoyennes,
les acteurs de la société civile, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces acteurs-là? Sous leur temps, certains étaient tués. Je ne veux pas citer les noms de Rossi Mukendi ici, je ne veux pas citer les noms de Thérèse Pankapangala et tous ces gens-là. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui meurent, non? Je ne veux pas vous parler Comme du cas qui? de Yolo, c'est ces jeunes qui revenaient d'un match de foot, qui a été tué, sa maman avec, j'étais de part et d'autre, vous devez maîtriser. Lequel? Non, il y a une maman. C'était un acteur de la société civile, lui? Non, je parle d'un jeune. Il faudrait parler d'opération Likofi. Ce Oui. jeune-là, l'a arrêté sous prétexte que c'était un brigand alors qu'il revenait de jouer au foot. Moi je parle de l'opération Likofi avait pour but de neutraliser les jeunes gens délinquants. Alors que ce dont vous parlez, c'est un cas isolé. Comme je l'ai dit tantôt, dans notre police, les brebis galeuses ne manquent pas. C'était peut-être une brebis galeuse qui s'est mal comportée, mais dans la politique de lutte contre le banditisme urbain, il n'est pas prévu à ce jour la neutralisation des jeunes comme à l'époque de l'opération Likofi. Aujourd'hui, on les forme à devenir des militaires. Aujourd'hui, on les forme, non pas à devenir militaires, on les amène. J'en ai vu marcher on avec les des amène. armes. Non, 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 non. J'ai la vidéo. À Kanyamaka, c'est Oui, j'ai la vous vidéo. pourrez bien la montrer. Service Moi, je sais national. plutôt qu'au service national, ces jeunes sont insérés, on les apprend les métiers pour les réinsérer professionnellement. Il y a dans une des écoles ici de la place où il y a eu des bancs qui ont été desservis par Actuellement même en train de construire, réhabiliter l'hôpital de Kitambo. Je vois Voilà, la ce sont les maternité, on jeunes, voit, voilà la SM. maternité de C'est vrai que c'est Kitambo. beau à voir Aujourd'hui, sur ce point-là, vous la avez raison. réhabilitation, ce sont des jeunes du service national. Mais à l'époque, l'opération Likofi, dont pourrait se prévaloir Madame Mouyumba, c'est ce qu'ils ont fait et c'est ce que nous n'allons pas faire. Donc, on ne viendra pas nous prêcher. Tous, nous savons ce qu'a été le régime de la démocrature sous Madame Mouyumba. Et donc, elle n'a pas de notion ou de leçons à nous administrer à ce jour. Et même sur le plan judiciaire, je vais vous citer encore cet exemple palpitant, où en 2015, le conseiller spécial du chef de l'État, à l'époque, M. Joseph Kabila, le professeur Luzolo Bambi, qui m'a d'ailleurs enseigné, avait listé un bon nombre de dignitaires du régime du temps qui devaient être poursuivis par la justice de détournement, fraude, ainsi de suite. Mais à ce jour, où est-ce que cette plainte est partie? Dites-nous quand même que ça n'a pas changé. Aujourd'hui, on poursuit Non, qui? cette plainte-là, est-ce qu'elle a abouti quand même? Non, mais aujourd'hui, elle n'a pas abouti. Aujourd'hui, on poursuit qui? Même quand il y a des dénonciations, des enquêtes, Jules Linguette s'est plaint tout le temps, qu'il donne les noms, mais après, les gens sont toujours en liberté. Je vais citer on en poursuit quand même. Matata Pogno. On en poursuit. Monsieur Matata était devant la justice. Nicolas je Kazadi. vous signale. Mais oui, il y a, même si Monsieur Nicolas Kazadi, c'est vrai qu'il est allé en soins, comme on le dit, mais il y a quand même une démarche du parquet. Et on saisit l'Assemblée nationale. Moi, je me souviens, Constant Marie a dormi une fois en détention, hein, sur demande de Luzolo Bambi, quand il menait ses enquêtes, là, je me souviens, 2015. Non, moi je parle de la plainte de Luzolo Bambi en 2015. Oui, 2015. Déposée même au niveau du parquet. Quelle en était l'issue? Mais je vous dis, Constant Marie, par exemple, avait été arrêté. Mais Constant Marie, il avait été ministre. Vous parlez du président de la fédération de football. Non, mais soyons sérieux. Moi, je parle par exemple d'un directeur de cabinet du chef de l'État qui a défilé devant la justice, qui est même allé à la Makala. Il est allé à Makala, bien qu'il est sorti par la suite. Combien de ministres sont passés? Ceux qui étaient même en fonction, et même dans le dossier lampadaire. Il y en a certains qui sont même déjà poursuivis et même arrêtés. Un ancien ministre qui est aujourd'hui dans la geôle. Et donc, il ne faudra pas qu'on vienne nous prêcher des choses qui n'ont jamais été du régime d'antan. Comme vous parlez de vous, c'est-à-dire vous portez la casquette de l'UDPS, ça va en ce moment, le sommeil est bon? Je n'ai pas porté la casquette de l'UDPS, mais je savais que vous vouliez chuter là. Oui, c'est là qu'on va terminer. J'aimerais quand même savoir comment ça se passe en interne, parce que au lieu de soutenir le président de la République, on dit le parti au pouvoir continue 6 ans après de se comporter comme un parti d'opposition. Monsieur Ochokoum, il y a ce célèbre adage africain, vous l'êtes, comme moi, qui dit, je cite, que les linges sales se lavent en famille. Les affaires, comme vous l'avez dit, de l'UDPS, vous les avez citées, internes, sont internes. Je vous ai dit, je crois, dans un de mes passages ici, parce que je suis un habitué de Télé 50, c'est que à l'UDPS, c'est l'expression la plus démocratique possible. Ces vents, ce n'est pas le premier. Nous en avons connu plusieurs. Ce sont nos affaires internes. Nous savons comment est-ce que nous allons les gérer. Et j'ai foi au cadre de notre parti, puisque je ne sais pas me prononcer en leurs lieux et places. Je suis dans les institutions. Je ne peux pas parler au nom et pour le compte de l'UDPS. Je n'ai pas été mandaté. Mais j'ai foi en mon parti, au cadre de mon parti. Et j'espère qu'à l'issue, notamment de la réunion qui a été convoquée aujourd'hui par le secrétaire général, peut-être des bonnes résolutions pourraient être prises. Mais dans tous les cas, nous allons rester attachés aux institutions légitimement reconnues par le parti
et nous allons rester fidèles à notre autorité morale, je cite le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup Isaac Mukendi, bourgmestre adjoint de la commune de Limete, pour cette intervention, pour avoir répondu à nos questions. Vous avez disposé de votre temps. C'est que c'est pas facile, surtout en début de week-end comme ça. Oui, il y a énormément le trajet, au-delà des charges que vous avez au bureau. Vous êtes conviés de gauche à droite pour des manifestations. Je sais comment ça se passe. Ce n'est pas très facile, mais merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation ce jour. C'est moi qui vous remercie en tout cas. Et j'espère repasser plus tard. Vous serez toujours les bienvenus. Toujours les bienvenus. Toujours. Ici à Télé50. Merci beaucoup. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé50. Je rappelle, juste après cette matinale, Jean-Marie Kassamba a une émission spéciale avec le directeur général de l'Office des étrangers. C'est à suivre dans ce plateau dans quelques minutes. Donc, on va juste se lever pour changer la mise en place. Un sujet très très intéressant. Coopération RDC-Belgique, mais aussi la situation de ceux qui demandent l'asile en Belgique, des vérités à découvrir avec les pointilleuses questions de Jean-Marie Kassamba dans quelques petites minutes. Donc, inutile de vous déplacer. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir, comme je disais tout à l'heure. Vivez heureux, vivez 100 ans et merci à toute l'équipe qui a permis l'organisation de cette tranche matinale.